le débat nous a été confisqué par le gouvernement qui dégaine le 49.3. Et c'est devenu pour eux non seulement un mode de gouvernance, mais aussi un mode de gestion de l'agenda parlementaire. Emeline Kerbidi, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de Parallèle Sud. Et nous aimerions déjà commencer par mieux vous connaître. Vous êtes de la nouvelle génération des députés NUPS élus il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre début de parcours politique? Qu'est-ce qui vous a fait entrer en politique? Alors merci déjà pour l'invitation de Parallèle Sud. Mon entrée en politique, elle s'est pas faite par hasard, mais elle s'est faite par le biais de rencontres. En tout cas, ça n'était pas prévu. Je n'avais pas envisagé de rentrer en politique. Beaucoup de politiques ont un parcours d'abord militant et ensuite deviennent des femmes et des hommes politiques. Pour moi, ça a été un peu le contraire. Je suis avocate de profession et après avoir travaillé presque 10 ans sur Saint-Denis, j'ai eu envie en 2018 de revenir à Saint-Joseph, puisque c'est là où j'ai grandi, où j'ai ma famille. Et à ce moment-là, moi, je me suis présentée au maire, que je connaissais dans d'autres circonstances, mais à Patrick Le Breton, en lui indiquant que je revenais travailler sur sa commune. Et bon, voilà, la ville de Saint-Joseph est encore une ville à taille humaine qui permet ce genre d'initiative. C'est à ce moment-là que j'ai fait sa rencontre et 2 ans plus tard, donc au moment des municipales, il est revenu vers moi en m'indiquant qu'il cherchait une jeune femme issue de la société civile qui avait envie de s'investir pour sa ville. Et c'est donc comme ça qu'il m'a proposé de devenir adjointe au maire. D'accord, vous prenez des responsabilités, mais vous aviez déjà une sensibilité de gauche socialiste ou c'était pas ça qui comptait au départ? Sans jamais avoir été encartée, puisque je n'étais pas membre d'un parti politique, j'avais effectivement des idées politiques, puisque je m'intéressais à la politique de par mon métier, mon parcours, etc. Une sensibilité de gauche, effectivement. Donc, j'avais été sollicitée par le passé, lorsque j'étais plus jeune, par d'autres personnes pour m'engager en politique, et j'avais refusé parce que ça ne correspondait pas à mes idéaux. Je pense que le fait que ce soit Patrick Le Breton, le maire de la ville où j'ai grandi, il a été élu en 2001, moi j'étais collégienne à l'époque, donc j'ai vu ma ville évoluer sous ses différentes mandatures. Sa sensibilité, ses idées, et le fait qu'à ce moment-là, que moi je revenais dans ma ville pour prendre des responsabilités, et ma démarche était déjà de revenir à Saint-Joseph pour offrir à Saint-Joseph mes services, puisque je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres juridiques et que c'était un peu dommage d'avoir fait des études et de ne pas pouvoir revenir offrir ça aux gens de ma ville. Donc ça correspondait pleinement à ma démarche, et donc m'investir encore davantage à un niveau un peu différent, celui de la politique, correspondait bien à mes attentes du moment. Et dans quel secteur vous vous êtes positionné? Vous avez donc été élue, vous avez devenu adjointe. C'était quelle délégation? Alors j'avais la délégation de l'aménagement et la délégation de la restructuration des ressources humaines. Donc 2 délégations qui ont un lien fort avec le domaine juridique, puisque l'aménagement est très réglementé et les ressources humaines également, et donc qui correspondaient bien à mon idée de mettre mes compétences à la disposition des Saint-Joséphois et Saint-Joséphoises. Ok, et alors les choses vont très vite parce que 1 an et demi après, vous vous retrouvez à vous présenter à l'élection législative. Comment ça s'est présenté? Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller à ce combat-là? Alors là encore, ça n'a pas été une démarche volontaire de ma part, parce que je n'avais pas pour ambition de devenir députée. D'une part parce que je suis consciente que le parcours est très rapide et je suis plutôt humble de ce côté-là, c'est-à-dire que j'attends plutôt de faire mes preuves. Je pense que c'est pas quelque chose que l'on demande ou que l'on décrète. Et il se trouve que les personnes autour de moi m'ont accordé leur confiance, et c'est plutôt à la demande de mon entourage politique, que je me suis présentée, parce que on avait besoin d'un candidat à gauche sur la 4e circonscription, d'un candidat qui puisse réunir les différentes gauches, obtenir également les soutiens des principaux partis ou personnalités politiques de gauche, et le fait que je sois
un visage nouveau en politique, correspondait bien aussi aux attentes de la population. À ce moment-là de l'histoire politique, les gens avaient besoin de renouveau. Je pense que les Gilets jaunes, la crise sanitaire, on avait senti ce besoin-là. Et puis ma profession fait que j'étais un peu taillée pour la fonction. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à me présenter. Et là, vous partez à votre nom propre, quoi. J'imagine que c'est beaucoup plus compliqué que quand on est dans une liste. Ça demande un investissement presque physique, quoi. Il faut aller à la rencontre des gens, il faut prendre le micro, être la première personnalité à s'exprimer sur scène. C'est quelque chose que vous aviez en vous ou bien il a fallu vous forcer ? Alors c'est quelque chose que j'avais en moi parce que de par mon métier, être sur le devant de la scène, prendre des responsabilités, prendre la parole en public, prendre la parole pour les autres, ça faisait partie de ma formation et puis je pense aussi de mon caractère. Hein. Ouais. Maintenant, faire campagne sous son nom, c'était vraiment un challenge et une nouveauté. Moi, j'avais fait campagne pour les municipales en 2020, j'avais fait campagne pour les régionales en 2021, j'avais fait campagne pour les départementales avec les camarades qui se présentaient. Mais là, voir mon nom sur les affiches, prendre des photos, devoir sans cesse aller vers les gens, faire sa propre pub, se vendre en quelque sorte, ça c'était pas facile et c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Oui, parce qu'on en parlait avant l'entretien et vous l'avez évoqué, les Gilets jaunes. On est face à une population qui est particulièrement en colère à La Réunion, qu'il a exprimé dans ses différents votes. Et jeune élu, jeune avocate, on peut être confronté à cette colère-là. Comment vous vivez ces scènes-là ? Et peut-être que vous partagez aussi leur colère d'ailleurs par moment, hein, je ne sais pas. Le sens de ma démarche était justement de partir des attentes de la population et de me dire tu as fait partie de ces gens-là. Je ne suis pas une femme politique, je suis devenue par la force des choses et par les opportunités qui se sont présentées à moi. Mais je faisais partie des gens de la population sans aucune autre fonction que celle-là. Et donc ces colères, moi je les ai vécues, je les ai ressenties aussi. Et je me suis dit que s'il fallait changer des choses, plutôt que de se plaindre, de manifester sur des ronds-points, etc., la meilleure façon de changer les choses, c'était encore de pouvoir rentrer à l'intérieur du système et d'essayer de changer les choses de l'intérieur. C'est ce qui a motivé ma démarche. C'est pas simple. Je pense qu'il faut vraiment y être et pratiquer pour comprendre à quel point l'immobilisme est puissant dans le monde politique et dans les institutions françaises. Mais en tout cas, les critiques, je les entends. Je les accepte, elles sont inhérentes de toute façon à la fonction et lorsque l'on se présente sous son nom, on accepte aussi, on doit l'accepter. J'essaie de ne pas me laisser phagocyter par les mauvaises ondes et de me dire que de toute façon je ne pourrai jamais plaire à personne, à tout le monde en tout cas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc j'essaie simplement de faire ce qui me semble le mieux, ce pourquoi je pense avoir été élue. Et en me disant que le tout, c'est déjà de convaincre la majorité. Et là, oui, on rentre dans l'Assemblée nationale. J'imagine que vous faisiez une idée de l'Assemblée nationale avant d'y être. Les premières semaines, premiers mois, est-ce que vous avez été surprise par la façon dont se tenaient les travaux parlementaires ? J'avais déjà visité l'Assemblée, donc le lieu, ce côté majestueux, je n'ai pas été impressionnée, je ne découvrais pas le lieu pour la première fois, même si il y a de quoi être impressionné tous les jours, tellement le lieu est magnifique. Mais ce qui m'a effectivement peut-être le plus surpris dans les débuts du mandat, c'est la rapidité avec laquelle on fabriquait la loi. En tant que juriste qui applique la loi, qui l'interprète, qui la manipule, j'avais parfois ce regard critique sur le législateur en me disant parfois on a l'impression que la loi est faite un peu avec légèreté, qu'ils n'ont pas assez poussé, assez travaillé, que ça aurait pu être mieux fait, être mieux rédigé. Depuis que je suis députée, je comprends qu'en réalité on travaille à marche forcée. Oui. Il y a un rythme qui nous est imposé, encore plus sous la présidence d'Emmanuel Macron, parce qu'il a choisi la procédure accélérée comme procédure de droit commun. Donc on fait des lois imparfaites en permanence. On fait des lois très rapidement.
Alors, je ne suis pas sûre déjà qu'on puisse faire des lois parfaites. Les lois, elles sont faites par la représentation nationale, elles sont issues de compromis, de co-rédaction. Alors, en tout cas, dans la composition dans laquelle on se situe actuellement, puisque sous la mandature précédente, il n'y avait pas de compromis. Le gouvernement déposait ses projets et puis ils étaient votés par la majorité et ça se terminait là. Il n'y a pas de loi parfaite, mais ce que je trouve dommage, c'est que cette accélération de la procédure que l'on nous impose fait qu'en l'espace d'un mois et demi, un projet de loi peut être déposé, voté, passer par les deux chambres et finir par être promulgué. Et effectivement, ça ne nous laisse pas le temps de l'anticipation, celui de retourner sur le terrain, interroger les gens qui sont concernés par ces lois, leur demander ce qu'ils attendent réellement, parce que c'est ça qu'on n'a pas. Les gens ne se rendent pas compte que quand le gouvernement fait l'annonce qu'un projet de loi retraite va être déposé, par exemple, au mois de décembre ou au mois de janvier, on l'apprend en même temps que le reste de la population. Et on n'a pas plus de temps que ça pour se préparer. Et comment travaille un député justement sur une loi retraite? Vous allez consulter, voir vos électeurs, peut-être dans votre permanence. Comment est-ce qu'on aborde une loi quand on est noyé dans la masse des députés? Alors, on est tous, quelque part, on est tous noyés. On fait partie de groupes, on fait partie d'une assemblée, nous sommes 577, mais la force de l'assemblée, c'est que chaque député représente une part de l'électorat, une partie du territoire. Et donc, pour pouvoir représenter au mieux ces gens, je pense qu'il faut revenir vers eux. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas à chaque fois qu'une loi intéresse un groupe de gens ou des professionnels, je retourne vers ces gens, leur demander ce qu'ils attendent, ou en tout cas je vais chercher s'ils ont exprimé leur position, comment est-ce qu'ils se sont positionnés. Et là, forcément pour la loi retraite, on va retourner vers les organisations syndicales, on va retourner vers les différents professionnels qui vont être concernés, sûrement qu'il va y avoir des exceptions, des régimes spéciaux. En tout cas, c'était le cas lors des précédents projets. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. La chance que l'on a, c'est que les gens se sont quand même, en tout cas à La Réunion, massivement prononcés lors des dernières élections présidentielles contre Emmanuel Macron, et notamment contre ce projet de réforme des retraites qu'il avait. Donc je n'ai pas trop de mal à deviner que la population, en tout cas celle qui m'a élu, est contre ce projet. Vous, vos électeurs, évidemment, ils veulent tous la retraite à 60 ans, enfin, comme la grande majorité des Réunionnais. Le gouvernement va leur imposer une retraite à 65 ans. C'est comme ça que de l'extérieur, on voit arriver les choses. Vous, avec votre groupe, comment vous allez pouvoir faire pour réduire la violence du choc? Et c'est là toute la difficulté, parce que des différents sons que l'on a obtenus, il semblerait que cette réforme des retraites passerait par un projet de loi de finances rectificative. La particularité des projets de loi de finances, que ce soit des projets de loi de finances habituels ou des projets de loi de financement de la sécurité sociale, c'est que le gouvernement peut user du 49.3 autant de fois qu'il le souhaite pour faire passer ses projets. Et on le voit depuis le début de cette législature, on assiste à un véritable déni de démocratie. On ne débat plus de rien. Les grandes orientations budgétaires du pays, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'hôpital, la santé des Français ne fait plus l'objet de débat à l'Assemblée. Le débat nous a été confisqué par le gouvernement qui dégaine le 49.3. Et c'est devenu pour eux non seulement un mode de gouvernance, mais aussi un mode de gestion de l'agenda parlementaire. On dégaine le 49.3 parce que les débats durent trop longtemps, pour éviter d'en arriver à tant de jours de débat ou d'en arriver à un débat sur tel ou tel amendement. C'est vraiment un mode de gestion et ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir inventer de méthode pour contrer le 49.3. C'est la Constitution française, on ne peut pas la modifier aussi facilement en cours de route. Donc si le gouvernement décide de passer cette loi retraite au 49.3, nous le subirons comme nous avons subi tous les 49.3 depuis le début de la législature, et les Français en tireront les conséquences lors des prochaines élections. Oui, je crois qu'elle en est au 7e ou au 8e 49.3, la Première ministre. En motion de censure, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu autant.
il y a eu des motions de censure qui ont été déposées à chaque 49.3. Alors, elles n'ont pas été toutes déposées par l'ensemble de la NUPES. Certaines ont été votées unanimement. La dernière, notamment, qui clôturait le PLFSS. La discussion sur le PLFSS a été votée par l'ensemble de la NUPES. C'est le plan. Projet de loi de financement de la sécurité sociale, effectivement. Celle-là a été déposée, co-signée par l'ensemble des membres de la NUPES et signée par tous ceux qui pouvaient la signer. Mais il y a effectivement une forme d'usure, en tout cas c'est ce que cherche le gouvernement, de banalisation du 49.3 pour faire en sorte que ce qui semblait auparavant être un séisme politique devienne d'une banalité confondante et que ça rentre dans la mentalité des Français. Et là-dessus, moi j'invite vraiment la population à ne pas banaliser l'usage de ce 49.3. Ça ne peut pas être un mode normal de gouvernance. Parce qu'il y a quelque chose de très violent, c'est que si vous, de l'opposition, vous voulez lutter contre le 49.3, ça vous oblige à vous allier avec des gens qui sont très éloignés de vous, quoi. Est-ce qu'un député NUPS peut lier ses voix à l'extrême droite pour faire tomber un gouvernement ? Alors, nous n'avons pas lié nos voix, c'est-à-dire que lorsqu'une motion de censure est déposée, il faut bien comprendre que le gouvernement fait application du 49.3, il engage la confiance du gouvernement. Pour l'opposition sur les bancs de l'Assemblée, il n'y a que deux possibilités. Soit on dépose une motion de censure et on dénonce l'usage du 49.3 et donc on ne donne pas notre confiance. En tout cas, on indique que l'on n'est pas d'accord avec le projet et avec l'usage du 49.3. Le dépôt de cette motion de censure fait l'objet d'un vote ouvert à l'ensemble des députés. Ça ne peut pas être un vote contre ou une abstention. Une motion de censure, on la vote ou on ne la vote pas. Donc, ceux qui veulent voter pour, on ne peut pas les en empêcher. Et c'est comme ça que le RN a pu voter parfois les motions de censure déposées par la NUPES. Ne pas déposer de motion de censure parce qu'on ne veut pas que le RN la dépose, c'est dire qu'on est d'accord avec le gouvernement. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas d'entre-deux. Soit d'un côté, on affirme notre opposition au projet de loi du gouvernement et à cette façon de gouverner par le 49.3 et par la violence démocratique, soit on dépose une motion de censure, on affiche notre mécontentement, notre rejet, et on prend le risque que d'autres la votent avec nous. Donc les motions de censure, elles sont ouvertes effectivement au vote de tous. Aujourd'hui, alors c'est peut-être faire des pronostics sportifs, mais vous avez l'impression qu'une motion de censure pourrait faire tomber le gouvernement dans les mois qui viennent, ou ce qu'on a pu croire possible il y a quelques semaines de ça, on s'est rendu compte que non, c'était de la science-fiction parce que l'opposition n'a pas de majorité, quoi. Alors l'opposition n'a pas de majorité et le parti présidentiel non plus. Oui. Et donc on est dans une assemblée qui a vraiment un visage inédit. Moi qui suis nouvelle, je m'entends poser les mêmes questions que des députés qui sont là depuis 1, 2, voire 3 mandats et qui vivent aussi cette législature de façon inédite parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ce genre de situation où on peut arracher parfois quelques victoires sur des amendements, sur des projets de loi avec des unions improbables et où le gouvernement aussi a cette possibilité par le jeu d'alliances, y compris parfois contre nature, de faire passer ces lois. Donc les cartes sont rebattues à chaque loi. Il y a un chemin là justement. Certains de vos amendements de gauche peuvent passer parce que le gouvernement à un moment donné aura besoin de cette alliance-là. Tout à fait. Et je pense que ce qui va faire la différence, ça peut être aussi finalement de quelle façon est-ce que le gouvernement décide de se positionner. Et lorsqu'il décide d'avoir une politique plus sociale, il aura le soutien de la gauche. Lorsqu'il va sur une politique très capitaliste, il aura le soutien de la droite. Et le RN, lui, se positionne toujours dans sa volonté de respectabilité, recherche de respectabilité en vue des prochaines élections présidentielles. Donc, pour ce qui est des chances d'une motion de censure de passer, il faudrait qu'il y ait toute la NUPES
et le RN, mais qu'on ait également les Républicains avec nous. Oui. Et une motion de censure sur les retraites, je pense, aurait de faibles chances de passer parce que Valérie Pécresse, lors des présidentielles, avait fait campagne sur les retraites en prenant une retraite à 67 ans. Donc les Républicains ont une vision qui va même plus loin que celle d'Emmanuel Macron. Donc a priori, ils voteraient pour la retraite à 65 ans. Ce qui veut dire que le gouvernement aurait même peut-être la possibilité de faire passer sa loi sans passer par un 49.3. Alors peut-être qu'il préférera assurer les choses et quand même user du 49.3, mais je pense en tout cas qu'une motion de censure sur la loi retraite aurait de faibles chances de passer, sauf à ce que le gouvernement fasse preuve, et cette fois-ci c'est pas le fond qui poserait problème, mais plutôt la forme, mais qu'il fasse preuve d'un véritable mépris pour la représentation nationale. On l'a vu sur la niche LR qui a eu lieu il y a La niche LR, c'est alors, la niche des Républicains. Oui, oui. Chaque année à l'Assemblée, chaque groupe parlementaire a ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire un créneau, quelques jours, pendant lesquels il a la possibilité de déposer ses propositions de loi qui vont être examinées en séance, ce qui n'est pas le cas de toutes les propositions déposées par les oppositions. Et donc, on a un temps limité pour voter. Et donc les Républicains ont eu leur niche dernièrement, et sur un certain nombre de projets de loi, mais surtout sur celui des juridictions spécialisées aux victimes de violences intrafamiliales, il y a eu une attitude du gouvernement qui était à la fois hostile. Ils ont fait de l'obstruction à cette niche parlementaire, et sur le ton également qui est très, très désagréable, très méprisant. Vis-à-vis des oppositions. C'est impressionnant. Quand on regarde les comptes rendus de l'Assemblée nationale, on a des dérapages incroyables. Et peut-être vous avez assisté à certains d'entre eux. Dans ce moment-là, est-ce que les députés se disent « mais la France nous regarde et comment les Français risquent de nous juger vu le spectacle qui est parfois donné ?» Alors, l'Assemblée nationale, elle est remplie de caméras. On peut difficilement les oublier, même si pris dans l'émotion d'un débat, on reste humain et on peut aller à un peu de spontanéité. Et je pense que c'est bon qu'on ne soit pas simplement en train de jouer une pièce de théâtre. On parle au nom des Français, il faut qu'on parle vrai. Je pense aussi que le ton, il est de la responsabilité de chacun. La façon dont les ministres, dont les membres, les députés de la majorité présidentielle s'adressent à l'opposition, forcément implique des réponses qui sont parfois très tendues. Et on ne peut pas, sous prétexte que les Français nous regardent, se contenter de ne rien dire lorsque l'on se sent parfois insulté par ces gens-là. Donc, vous vous êtes senti parfois insulté, enfin pas vous, Emeline Karbidi, mais disons les électeurs que vous représentez, vous vous êtes parfois senti insulté ? Oui. Oui, il y a eu des débats, notamment sur la loi pouvoir d'achat, où on demandait à ce qu'il y ait des mesures particulières pour la Réunion et pour les DOM en général, parce qu'on était dans une situation économique et sociale qui est sans commune mesure avec celle de la France hexagonale. Et à ce moment-là, on s'est entendu répondre qu'on ne pouvait pas nous donner ce que l'on demandait, qui était marginal. On discutait sur les primes, les fameuses primes Macron, on appelle la prime de partage de la valeur désormais. On demandait à ce que les taux soient ajustés pour correspondre au coût de la vie à La Réunion. Et on nous a dit on ne peut pas le faire parce que ça causerait une rupture d'égalité avec les Français. Et là, effectivement, au nom de tous les Réunionnais, je me suis sentie insultée parce que la rupture d'égalité, nous, on la vit tous les jours. Ici, tout coûte plus cher, le chômage chez les jeunes est plus important, on a un mal logement qui est plus important, même au niveau de la santé. On fait face à des problèmes de santé qui sont tout à fait différents. Et donc venir nous dire qu'on ne peut pas nous donner un tout petit peu plus pour essayer de réduire ces inégalités, sous prétexte que ça créerait une rupture d'égalité avec les Français de France hexagonale, je trouve que c'est insultant. Oui, on est dans une société en rupture. Et c'est un peu la crainte que j'ai entendu dire, je crois que c'est Jadot la dernière fois quand je l'avais interviewé, qui craignait que ces crispations à l'Assemblée nationale ne fassent le jeu des extrêmes, en particulier du Rassemblement national.
et que la prochaine fois, Marine Le Pen sera élue parce qu'on se sera rendu compte que le parlementarisme est arrivé à son bout, on n'arrive pas à pouvoir faire entendre la voix de chacun. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez craindre, la radicalisation de la société française, et peut-être encore plus particulièrement de celle de La Réunion, qui clairement, je l'ai dit tout à l'heure, lors du vote sur la présidentielle, a voté Marine Le Pen, alors que c'était inattendu quand même? Je pense que la radicalisation, elle est à craindre, mais qu'on ne peut pas l'imputer à la forme des débats à l'Assemblée. Ça serait un peu simple, parce que finalement, le RN n'est pas en marge sur la tenue des débats. L'incident le plus grave de cette mandature, d'ailleurs, provient d'un député RN qui a eu des propos racistes insoutenables dans une assemblée au sein de cette institution française. Vous étiez présente ce jour-là? Alors, je n'étais pas présente. J'étais présente à Paris un peu plus tôt, et puis je suis allée prendre l'avion, et c'est dans le taxi que, quand je suivais les débats, que j'ai découvert ces propos extrêmement choquants. Mais ces propos tenus par un député RN, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ferait plus le jeu du RN que le jeu d'un autre parti. Ce qui fait la montée des extrêmes, c'est, je pense, le fait que le gouvernement soit complètement sourd à toutes ces préoccupations, et que les autres partis, qu'ils soient de gauche comme de droite, là-dessus je pense avoir un regard assez critique, pour l'instant ne sont pas parvenus à proposer une alternative suffisamment solide face à Emmanuel Macron, qui lui avait promis de gommer les clivages politiques, et on se rend compte qu'en réalité, il a certes peut-être amoindri les forces politiques de droite et de gauche, mais il avait aussi promis d'anéantir l'extrême droite, et elle en est ressortie plus forte que jamais. Donc c'est plutôt sur la politique du gouvernement et du président de la République qu'il faut mettre, qu'on doit imputer la montée du Rassemblement national, et sûrement pas sur les débats à l'Assemblée, parce que ceux qui se sont tenus la mandature précédente et encore précédente étaient tout aussi houleux. Et peut-être même encore plus, parce qu'on avait une opposition qui était cantonnée à un rôle d'opposition, qui ne pouvait jamais rien faire passer, puisque le gouvernement Macron était largement majoritaire, et donc l'opposition pouvait se permettre d'être encore plus dure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est conscient dans l'opposition qu'on a aussi cette force de construction, et que par la discussion, par le compromis, on peut arriver parfois à faire passer nos idées. Et donc ça nous oblige à écouter davantage, et je pense à être peut-être plus respectueux encore que n'étaient les députés de la législature précédente. Ça, c'est ce qu'on a pu espérer au début de la mandature, quand on s'est rendu compte que le gouvernement n'avait pas une majorité absolue. Donc on s'est dit, ils vont être obligés d'écouter, ils vont être obligés de négocier, et peut-être d'arriver à une certaine forme d'unanimité. Mais la multiplication des 49.3 montre que ce n'est pas visiblement la voie choisie. Ce n'est pas la voie choisie par le gouvernement. Dans son discours de politique générale, lors de l'ouverture de la législature, Elisabeth Borne avait appelé à la co-construction et au dialogue. Je pense qu'au bout de 8-49.3, on peut clairement dire qu'on n'y est pas. Mais c'est le choix, c'est leur choix. En revanche, de la part des oppositions, nous, on reste ouverts au dialogue. Et j'ai pu le voir, alors c'est un peu des moments suspendus, c'est vrai que ce n'est pas ceux qui sont retenus par les médias, mais on a pu le voir lors du budget Outre-mer, où le gouvernement a laissé largement les Outre-mer débattre et voter. Alors je regrette qu'il n'en soit pas resté grand-chose, ça a été balayé à grands coups de 49.3, mais on a pu voir également sur la constitutionnalisation de l'IVG, où l'union des députés sur différents bancs a permis de faire voter ce texte. Donc il peut y avoir des moments de dialogue. J'ai quand même l'impression que ces moments de dialogue, ils ont lieu lorsque ça n'engage pas trop les finances de la République. D'accord. Et sur les faits de société, enfin sur les questions et que ça n'empêche pas Emmanuel Macron de mener à bien la politique qu'il a choisie en dépit des résultats aux législatives. Dès lors qu'il s'agit de mettre les moyens sur une politique plus sociale, d'écouter la souffrance des gens et de venir gommer les inégalités, et que ça nécessite d'engager les finances de l'État, effectivement, nous ne sommes plus entendus.
Vous parliez des niches, donc lors de la prochaine niche accordée à la NUPS, il y a peut-être des projets, enfin peut-être pas lors de la prochaine, mais lors des différentes niches qui se présenteront. Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur, qui motivent votre action là-bas et que vous avez envie de défendre à l'Assemblée et que vous allez défendre d'une manière ou d'une autre? Alors, je ne sais pas si on pourra le faire passer pendant les niches, parce que c'est toujours un moment qui est extrêmement restreint. Et donc, au sein du groupe auquel j'appartiens, groupe GDR, donc Gauche démocrate et républicaine, on a nous-mêmes une composition mixte, 12 députés communistes et 10 députés d'outre-mer, avec, parmi ces outre-mer, des réalités très différentes. La Guyane, qui actuellement traverse une crise très grave, sociale, économique, sécuritaire également. La Polynésie, dont le statut n'a rien à voir avec la Réunion et qui a des problématiques différentes. La Martinique également. Donc, on va devoir, au cours de notre niche, choisir des textes qui ont des chances de passer et qui vont pouvoir satisfaire les différentes composantes de notre groupe. En tout cas, si j'avais la possibilité pour la Réunion de faire passer un texte, et pas que pour la Réunion, je m'attaquerais peut-être à l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour faire en sorte que cette allocation, on n'en demande plus le remboursement aux héritiers, au décès des parents. Je trouve ça, moi, aberrant qu'une allocation qui parte de la solidarité soit remboursée finalement par les héritiers de ceux-là même qui étaient pauvres. Si on demande la solidarité, elle doit être appliquée à l'ensemble des Français et pas uniquement les pauvres qui financent les pauvres. Enfin, c'est un peu réducteur comme façon de présenter. C'est probablement des dossiers que vous avez vu passer en tant qu'avocat. Mais tout à fait. Et puis ce sont des demandes de la population. Je vois moi les parents qui ont eu des retraites de misère et qui font appel justement à ce fonds de solidarité et qui viennent me voir et qui me disent mais est-ce que je dois accepter parce que j'ai une petite maison et je crains que c'est la seule chose que je pourrais laisser à mes enfants, mais si c'est pour au final ne rien leur laisser du tout, on va se serrer la ceinture, on va vieillir dans la misère, mais on ne demandera pas à l'ASPA. Donc ça c'est un sujet sur lequel j'aimerais intervenir. J'aimerais également qu'on puisse intervenir sur la gestion du foncier. J'étais à l'aménagement à Saint-Joseph, c'est une question qui m'intéressait, notamment sur le foncier agricole à La Réunion, où, contrairement à la métropole, la CDPENAF émet un avis conforme. Et on est un peu placé sous tutelle de l'État en ce domaine, alors qu'en métropole, elle se contente d'émettre un avis consultatif. De façon générale, ça fait partie de ces mesures, de ces normes, qu'on nous applique de façon différenciée, pas à notre avantage, et pour que l'État garde la main sur les élus et sur les Réunionnais. Moi, je le vis comme une forme de tutelle, et c'est un peu humiliant. C'est un peu le symbole de l'absence de confiance en les élus réunionnais, et par là même en le peuple réunionnais, puisque nous sommes élus par nos pairs. Donc, moi, je souhaiterais que les normes à La Réunion et les lois puissent être adaptées à la réalité de nos territoires. Qu'on arrête de pondre des lois d'aménagement à 10 000 km qui ne soient pas du tout adaptées à nos besoins et qui se révèlent être des véritables parcours du combattant. Ce sont des freins à l'aménagement du territoire, ce sont des freins à la réalisation de logements, des freins au développement économique, au développement agricole de notre île. Donc ces freins-là, moi je souhaiterais qu'on puisse les lever, non pas pour pouvoir faire tout et n'importe quoi, mais pour qu'on puisse avoir des règles qui soient adaptées à nos besoins. Fondamentalement, il faut quand même protéger les terres. Bien sûr. Pour pas que la Réunion continue à se bétonner en permanence. Enfin, c'est peut-être pas, c'est plus un débat du SAR qu'un débat d'Assemblée nationale. Mais on a les défis climatiques qui nous attendent et est-ce qu'avec une île toute bétonnée, on peut y répondre, quoi, Mais le but n'est pas de bétonner. Le but est de protéger, mais de protéger conformément à ce qu'il faut protéger chez nous. On ne protège pas une île tropicale de la même façon qu'on protège un territoire continental. La protection, elle n'est pas forcément au même endroit. Le curseur de protection n'est pas le même. Chez nous, on a besoin d'être peut-être davantage protégé parce que le caractère insulaire de l'île fait qu'on ne peut plus s'étendre. Mais
on peut prendre ces décisions en interne. On peut laisser le choix aux Réunionnais et aux élus réunionnais de décider de la façon dont ils vont protéger leurs terres et de ne pas systématiquement se voir imposer une vision venue de métropole. On arrive au bout de cet entretien et j'aimerais que vous me parliez de souvenirs vraiment très personnels sur ce premier passage à l'Assemblée nationale, sur ces premiers mois à l'Assemblée nationale. Quelle a été votre plus grande satisfaction ? Ma plus grande satisfaction, c'est peut-être le dernier projet de loi que j'ai pu voter sur la constitutionnalisation de l'IVG, justement. Quand on est étudiante en droit, la loi Veil, forcément, on l'étudie. On étudie également les débats qui ont eu lieu à l'époque. Et c'est quelque chose qui, historiquement, est encore étudié à l'université parce que c'est vraiment une avancée considérable pour le droit des femmes. Et moi, si on le fait aujourd'hui, c'est pour protéger parce qu'on a peur d'un retour de bâton comme aux États-Unis. Tout à fait. Et moi, je ne pensais pas, en tant que députée, en 2022, pouvoir assister à un moment de cette portée historique. Puisque pour moi, le débat était passé, cette loi était passée, et effectivement, on n'avait pas de raison de revenir sur un acquis aussi fort. Et là, on n'y revient pas, mais on le renforce. Et on le renforce à la faveur de ce qui s'est passé aux États-Unis, où les juges de la Cour constitutionnelle ont décidé de remettre en cause le droit même à l'IVG. Et ça nous a montré à quel point est-ce que nos démocraties étaient fragiles, à quel point les droits des femmes étaient fragiles, et l'enjeu qu'il y avait à protéger et à constitutionnaliser. Parce qu'on n'est pas à l'abri demain en France d'un gouvernement régressiste sur ces questions-là. Donc il y avait nécessité de protéger, et c'est ce qui a été fait de façon presque unanime sur les bancs de l'Assemblée. Donc j'étais effectivement émue de vivre ce moment historique. Et à l'inverse, votre plus grande déception ou votre colère que vous auriez pu ressentir à l'Assemblée ? La plus grande déception, ça a sûrement été celle du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Donc un des premiers, le deuxième, je pense, qu'on a voté juste après la loi Covid, il y avait pouvoir d'achat, parce que c'était l'un des premiers de la mandature, donc forcément avec des attentes fortes. C'était aussi le projet de loi qui portait, je pense, le plus d'ambition de la part des oppositions. Il y a eu énormément d'amendements pour essayer de modifier ce texte et de faire en sorte qu'il soit en adéquation avec les attentes des Français. Il y avait un espoir très fort derrière ce projet-là, et finalement, il n'en est rien sorti. Il n'en est rien sorti, il n'y a pas eu de véritable mesure pour le pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat s'est cantonné au titre du projet de loi, et donc ça a été une déception très forte de voir à quel point on pouvait se sentir impuissant face à ce gouvernement qui n'entendait pas la souffrance des Français. Oui. Et puis avec la double peine de cette rupture d'égalité qui vous a été jetée au visage, alors qu'elle existe. Alors qu'elle existe bel et bien. Voilà. Si vous voyez un thème que je n'aurais pas abordé et que vous souhaiteriez aborder, c'est le moment. Sinon, on arrête. Non, si ce n'est de vous dire que puisque c'est mon premier mandat, et c'était un peu l'objet de votre interview lorsque vous m'aviez contacté, de dire que le mandat de député, c'est quand même un mandat qui est extrêmement particulier, frustrant à bien des égards, puisque la dualité entre le territoire, en tout cas la pratique du terrain, et l'Assemblée fait qu'on a parfois l'impression de ne jamais être au bon endroit au bon moment. Ah oui. Voilà, de devoir se couper sans cesse en deux pour répondre aux attentes. La population attend de nous que l'on soit à l'Assemblée, qu'on vote les lois, qu'on fasse ce pourquoi on a été élu, et en même temps elle a besoin, un besoin presque viscéral, qu'on retourne vers elle, de nous voir, de nous parler, de nous dire ce qu'elle attend de nous pour qu'on puisse ensuite mieux porter cette voix à l'Assemblée, et donc ça nécessite des temps. Un temps de revenir où on n'est pas à Paris. Quand on est à La Réunion, il se passe parfois des choses là-bas et on se dit mince, j'aurais aimé être dans l'hémicycle à ce moment-là, j'aurais aimé voter ça, j'aurais aimé prendre la parole sur tel sujet, je n'y étais pas. Et lorsque on est là-bas et que l'on lit l'actualité et on se dit ah mince, il se passe ça chez moi, j'aurais aimé être être près des Réunionnais à ce moment-là. Et à côté de ça, il y a la famille également qu'il faut
qu'il faut. Vous vous organisez de manière à être 2 ou 3 jours par semaine à la Réunion. Comment vous faites pour rencontrer vos administrés? Alors pour les 6 premiers mois de ce mandat, j'ai vraiment essayé de me partager en deux. Et donc généralement, je partais presque toutes les semaines en faisant une moitié de semaine à Paris, une moitié de semaine à La Réunion. Je pense que sur le long terme, c'est difficilement tenable parce que c'est quand même un rythme effréné qui laisse pas beaucoup de temps pour le reste. Et moi, j'ai un petit garçon que j'aimerais quand même voir grandir dans tout ça. Je reste avocate. J'ai fait le choix de garder ma profession parce que c'est aussi mon fil d'Ariane. C'est le métier que j'aime faire et c'est ce qui me lie aussi à la population. C'est par là que j'ai commencé, donc je voulais le garder. Et tout ça, ça demande un temps fou en fait de passer d'un mandat à une profession, à une vie de famille. J'ai des mandats locaux. Je reste conseillère municipale de la ville de Saint-Joseph, conseillère communautaire à la Cassune. Donc j'ai un emploi du temps bien chargé. Ça engendre parfois plein de frustrations, pas pouvoir être là où on voudrait toujours être. Et en même temps, c'est tellement riche de rencontres, d'événements, de découvertes et d'expériences que j'ai pas le temps de m'ennuyer. Donc les 6 premiers mois, je les ai pas vus passer. Voilà, attention à éviter le burn-out. J'ai vu que c'est plutôt les maires, je crois, en France qui démissionnent les uns après les autres parce que c'est trop compliqué. C'est compliqué, la population a beaucoup d'attentes et on est dans une période particulièrement compliquée. La population à la fois attend énormément de ses élus et d'un autre côté n'y croit plus. Il y a une énorme défiance envers le pouvoir politique. Donc ils savent que sans nous, ils ont très peu de chances de pouvoir renverser le gouvernement ou en tout cas faire adopter quelques mesures qui amélioreraient leur quotidien. Et en même temps, ils n'ont plus confiance en nous. Donc ce sentiment-là est palpable. Et effectivement, ça demande beaucoup d'investissement. Et je comprends que certains maires, ne pouvant plus faire face aux demandes et aux besoins de leur population, préfèrent jeter l'éponge. Moi, c'est peut-être parce que je suis arrivée en politique récemment, mais j'y crois et je pense que c'est justement aux jeunes, à tous ces déçus, aux gens qui n'y croient plus, mais qui ont des idées, qui pensent qu'on pourrait faire autrement. Faites comme j'ai fait, essayez de changer les choses de l'intérieur plutôt que de vous en plaindre de l'extérieur. On voit qu'ils votent de moins en moins et que les moments d'expression risquent d'être plutôt dans la rue que dans les urnes, quoi. Enfin, on le voit, mais on l'a vu aussi en 2018 pour les Gilets jaunes et il n'en est rien sorti. Le prix de l'essence à la pompe à l'époque était beaucoup plus important. Aujourd'hui, il a quasiment doublé et on ne voit plus personne dans les rues. Donc peut-être qu'il y aura à nouveau un mouvement social d'ampleur. Moi, je ne l'appelle pas de mes voeux parce qu'on a vu les Gilets jaunes, on a vu ces gens blessés, mutilés par les forces de police, les affrontements, ce que ça engendre derrière. Je pense que personne en responsabilité ne peut appeler à ça, mais c'est au gouvernement d'entendre que ça lui pend au nez et que si la population estime qu'elle n'a pas d'autre choix pour se faire entendre que de descendre de la rue, elle descendra à nouveau. Donc il vaut mieux, je pense, écouter les gens qui votent et essayer d'aller chercher ceux qui ne votent plus. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.